7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Le 27 mars dernier, le Premier ministre Gabriel Attal annonçait une énième réforme de l'assurance chômage afin de combler le déficit public en hausse. Hier, Catherine Vautrin, ministre du Travail, confirmait cette réforme qui prévoit de réduire de plusieurs mois la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Alors que notre grand bienfaiteur Emmanuel Macron se félicite d'une réforme qui va renforcer l'efficacité de notre système d'indemnisation et les incitations au travail, cette nouvelle révision n'est-elle pas révélatrice du terrible échec financier du gouvernement ? Nous recevons pour en parler ce matin Olivier Piacentini, que nos auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, auditeur financier et ancien responsable commercial de la Banque Populaire, auteur de Vers la chute de l'Empire occidental aux éditions de Paris, Le dossier noir du socialisme français ou encore Le mirage mondialiste. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, troisième réforme en 6 ans. Cette réforme suppose qu'il faudra désormais avoir travaillé 8 mois dans les 20 derniers au lieu de 6 mois dans les 24 derniers mois pour bénéficier de l'assurance chômage. Pourquoi un tel changement de la part du gouvernement ? Quelle est l'idée derrière cette réforme, Olivier Piacentini ? Comme vous l'avez dit, ce qui motive dans cette forme d'urgence, et alors qu'il y a des dossiers beaucoup plus brûlants actuellement, la décision du gouvernement de faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est le dérapage des finances publiques, où, je le rappelle, il y a à peu près 20 milliards d'euros de déficit, en plus du déficit déjà prévu, qui était fixé à 140 milliards. Ces 20 milliards d'euros de déficit disparu, en quelque sorte, on ne sait pas où ce déficit est passé. Je rappelle que 20 milliards d'euros de déficit supplémentaire, ça correspond au revenu d'à peu près 1 million de Français. Donc le gouvernement ne sait pas trop par où ce déficit est arrivé. Et donc il a besoin de faire des économies à peu près partout. Donc il espère évidemment taper sur les indemnisations de chômage et il pense pouvoir économiser à peu près avec cette réforme une somme de l'ordre de 3,6 milliards. Oui, donc c'était absolument énorme. On aurait pu éviter... pourquoi... Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas ? Pourquoi ? Non. Je pense que c'est beaucoup trop surévaluer la somme par rapport à quelques mois d'indemnisation en plus, quand on compte le nombre de chômeurs qui pourraient être concernés, c'est-à-dire à peu près 6 ou 700 000 chômeurs. Sur la durée de quelques mois, sur cette somme-là, on n'atteint pas les 3,6 milliards d'après les calculs que j'ai faits. Et donc, on essaye en tout cas de boucher les trous à peu près pas. Voilà quel est l'intérêt de la réforme. Pourquoi cette réforme ? Pourquoi en ont-ils fait une priorité ? Pourquoi ça arrive maintenant ? C'est dans la foulée, je dirais, des risques de dégradation de la note française suite au déficit qui s'est creusé encore au dérapage des finances publiques. Donc, il y a vraiment, je dirais, une forme d'urgence de trouver rapidement des économies. Et comme il y a la dernière note de la dernière agence de notation qui va arriver la semaine prochaine, celle de Standard & Poor's, eh bien, le gouvernement veut tout de suite montrer qu'il donne des signes favorables pour éviter une dégradation de la dette de la note du pays qui pourrait intervenir la semaine prochaine. Ouais. Alors, vous l'avez dit, la réforme mise sur 3,6 milliards d'euros économisés, 90 000 nouveaux emplois. Est-ce que l'État a intérêt à augmenter son corps de fonctionnaires ou ça conduirait inévitablement à ce qui est déjà une sorte d'ultra-étatisme ? Le nombre de fonctionnaires en France est de 5,7 millions. Ouais. Si on rapporte à la population, c'est 1 million de chômeurs en plus par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Bien. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On a 1 million de fonctionnaires en plus. Est-ce qu'en France, on peut dire qu'aujourd'hui, la sécurité est mieux assurée qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'ailleurs ? Non. Est-ce que au niveau scolaire, au niveau de l'efficacité du système d'éducation, c'est mieux ? Non. Il y a énormément de dépenses en plus en France par rapport aux autres pays. Ce montant de dépenses est lié à un surnombre de fonctionnaires important par rapport aux autres pays. Pourtant, notre pays n'a pas aujourd'hui des services publics à ce point meilleurs que ceux des autres. Et donc, c'est là qu'il serait, à mon avis, judicieux de faire les économies qui seraient pérennes et suffisantes pour essayer de remettre le déficit dans les clous. Alors, l'idée selon laquelle cette réforme inciterait au travail, pour reprendre les termes un peu arrogants quand même du président, est-ce que ça ne masque pas une fraude fiscale plus profonde ? Vous parlez de quoi ? De la réforme ? Oui. Oui.
une fraude fiscale plus profonde. Mm. Je pense honnêtement qu'il y a effectivement deux problèmes importants en France qui vont au-delà effectivement des économies que l'on peut espérer là. C'est la fraude fiscale qui émane en particulier des grandes multinationales qui délocalisent leurs sièges sociaux ou une partie de leurs filiales dans des paradis fiscaux, îles Caïmans, Jersey, Guernesey, etc. On connaît tous les lieux de destination. Et même au sein de l'Union européenne, je dirais, au-delà même de la fraude fiscale, le dumping fiscal que font des pays comme l'Irlande ou la Hollande coûte énormément d'argent au budget de l'État. Et puis, il y a la fameuse fraude sociale dont a parlé le magistrat Charles Pratt qui enquête depuis des années là-dessus. Qu'on reçoit tout à l'heure, 50 milliards d'euros, voilà. Et donc, ce sont effectivement sur ces deux postes-là que le gouvernement devrait attaquer et il aurait bien plus, je dirais, de marge pour faire des économies que cette fameuse réforme de l'assurance chômage. Alors, je ne vais pas tout jeter là-dedans parce que c'est quand même la vérité qu'on a quand même dans notre pays certaines particularités. Par exemple, le fait qu'il y ait quand même toujours aujourd'hui à peu près 2,5 millions de chômeurs en catégorie A, et que sur certains postes, les employeurs ont du mal à trouver des candidats. Mm. Donc, on a quand même un problème de chômage et un problème d'allocation de postes qui sont quand même les deux assez contradictoires. Et si cette réforme peut quand même contribuer à aider dans ce sens-là, pourquoi pas? Mais je pense qu'au niveau de potentielles économies, la lutte contre la grande fraude fiscale et la lutte contre la fraude sociale massive porterait beaucoup plus de fonds. Oui, ça doit être une priorité. Alors, parmi les annonces de la ministre du Travail, il y a aussi cette prime de reprise d'activité pour les seniors. C'est une bonne chose, ça? Oui, je pense que ça, honnêtement, avec la réforme, je dirais, de la retraite qui a été faite, qui rallonge donc la date, l'âge de départ à la retraite, vous avez un certain nombre de seniors qui ont, je dirais, un maintien du chômage, une situation de chômage plus longue, le temps d'arriver à leur date de retraite. Donc, je pense que ce point spécifique peut aider certains seniors à retrouver un emploi plus rapidement et donc à arriver à l'âge de la retraite en situation de travail. Ça ne peut pas en tout cas avoir un effet négatif. Je ne veux pas cracher sur tout ce que fait le gouvernement systématiquement. Maintenant, ce que je trouve encore une fois, c'est que cette réforme trop spécieuse et pas assez porteuse, à mon avis, de fruits pour le budget de l'État. Selon un rapport Olivier Piacentini d'activité fait par l'UNEDIC, la dette de l'assurance chômage s'est élevée fin 2023 à plus de 59 milliards d'euros, soit 5,5% du PIB national, alors que la dette liée aux organismes de sécurité sociale et des administrations publiques locales représente respectivement 8,5 et 8,1% du PIB fin 2023. Cette réforme de trop est-elle révélatrice d'une bureaucratie aveugle paralysant l'emploi, l'initiative ou l'entreprise, par exemple? Bien entendu. Je crois que, en fait, le problème de la France, c'est pas quelques petits points spécieux que vont relever le gouvernement, certains économistes et autres. Et nous sommes en déficit aussi lourd. Alors attendez. Le déficit ne cesse de se creuser. C'est tout simplement que le système ne marche pas. Le système, il y a un problème technique ou... Non, on a eu un petit sursaut. Tout va bien. Voilà. On vous écoute. Ça veut dire que le système ne marche pas. On ne va pas combler 160 milliards de déficit public et des dizaines de milliards de déficit que vous venez de citer, de dettes, les 60 milliards de dettes de l'UNEDIC, avec des mesurettes et des petites mesurettes qui ne mènent pas à grand-chose. C'est que le système ne va pas. Et pourquoi le système ne va pas? C'est parce que, comme vous l'avez dit, des charges supérieures à celles de tous les autres pays européens, des taxes supérieures à celles de tous les autres pays européens, des réglementations tatillonnes, une surbureaucratie avec des contrôles dans tous les sens, des réglementations qui sont véritablement écrasantes pour la plupart des PME, qui effectivement nuisent à l'embauche, nuisent à l'activité, nuisent à notre croissance, et c'est ça, au final, qui crée les déficits. Donc je crois que c'est vraiment un système dans son ensemble qu'il faut revoir. Il faut, à mon avis, faire baisser les effectifs de la fonction publique au moins de 5 à 600 000 dans les 5 à 6 ans à venir et donner des indications fortes aux agences de notation
pour qu'elle puisse nous suivre et ne pas dégrader la note de la France qui nous coûterait encore plus cher en intérêt de la dette. Mais justement, on fait comment pour réduire... Où est-ce qu'il faut faire des coupes budgétaires, en fait ? Très simplement, je pense que les coupes budgétaires, c'est encore une fois effectif de la fonction. Et pour cela, alors il y a effectif de la fonction publique et il y a un certain nombre, à mon avis, d'aides sociales qui tendent vers l'assistanat pour revoir de fond en comble. Sur les effectifs de la fonction publique, alors évidemment, j'entends beaucoup de gens qui vont me dire « Ah ben, vous voulez des policiers en moins, des infirmières en moins, etc. etc. » Mais bien sûr que non, parce qu'on voit bien que ces postes-là sont essentiels, voire même qu'il en manque. Mais le problème, c'est que la logorée de lois que nous avons en France implique derrière des effectifs de fonction publique dans tout ce qui concerne l'administratif, le reporting et autres, et c'est là qu'il faut dégraisser les effectifs. C'est-à-dire partout où il y a des doublons avec le millefeuille administratif, État, région, commune, intercommunalité, département. Là, on a véritablement un millefeuille administratif qui est illisible, un labyrinthe, qui fait que même les administrations ne savent plus, au final, de qui dépend tel ou tel domaine. Donc, c'est là qu'il faut vraiment dégraisser. Et puis, moi, je pense que, au lieu de pondre tous les jours des lois, l'Assemblée nationale devrait plutôt se pencher sur tout un tas de lois qu'il faudrait éliminer, qui ne servent à rien d'autre, à part nuire à l'activité dans notre pays, aux gens de bonne volonté. Et donc, à partir de là, réduire les lois, réduire tout ce qui est une partie du personnel administratif qui sert justement à suivre ces lois et qui, en fait, est une dépense publique qui non seulement n'est pas utile, mais même est un frein. Olivier Piacentini, dernière petite question, très rapidement. Qu'est-ce qui explique l'explosion de cette dette en un quinquennat ? C'est Philippe Juvin qui en a parlé dans une tribune dans Le Point, mais 2 000 à 3 000 milliards d'augmentation. Qu'est-ce qui justifie ça ? Il y a eu la crise Covid qui a coûté très très cher. C'est quoi l'autre raison ? Ah ben écoutez, pour moi c'est très très clair. Hein. Vous avez la crise Covid qui a coûté cher, mais sur les 1 000 milliards, c'est évalué aux alentours de 300-320 milliards. Donc ça veut dire qu'il reste 700 milliards à peu près de dette à côté de ça. Alors, moi je vais vous dire très simplement à quoi est liée cette dette. Liée l'augmentation de la dette. L'augmentation de la dette, elle est liée à l'augmentation des déficits publics, qui eux-mêmes sont liés à, je dirais, trop de dépenses publiques, qu'on n'a jamais baissé la dépense publique en France, et deuxièmement, à des pertes d'activité très importantes dans un certain nombre de domaines, par exemple l'industrie, de très fortes délocalisations qui se prolongent. Macron a œuvré depuis des années à la vente de tout un tas d'entreprises françaises aux étrangers. Ben, ça nous fait petit à petit des pertes d'implantation de sites de production. Donc, on a vraiment un problème d'offre avec une activité qui est en baisse, en particulier dans les domaines industriels et agricoles. Ouais. Et donc, forcément, nous avons des rentrées fiscales en moins qui provoquent du déficit et puis ensuite de la dette. Eh bien, merci beaucoup Olivier Piacentini, c'est beaucoup plus clair déjà. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans peu de temps, je pense, parce que ça va bouger à mon avis. À très bientôt.